j'ai commencé à étudier les fontaines publiques du 19e siècle, je m'attendais à l'histoire habituelle. Réforme hygiénique, prévention du choléra, fierté municipale victorienne. Mais une photographie de Paris datant de 1873 a tout changé. Elle montrait une fontaine avec 9 jets d'eau parfaitement équilibrés, chacun maintenant une hauteur d'arc identique, malgré des longueurs de tuyaux et des élévations variables. Cette précision mathématique dans la distribution de la pression d'eau est impossible sans logiciel de modélisation hydraulique moderne. L'équilibre de pression à travers un réseau de distribution asymétrique nécessite une dynamique des fluides computationnelle indisponible avant un siècle. Je supposais qu'ils avaient eu de la chance avec des essais et erreurs. Cette illusion s'est effondrée quand j'ai trouvé les ordres de démolition systématiques, simultanés, continentaux, émis en quelques mois à travers des villes qui n'avaient jamais communiqué. Ils ne retiraient pas de vieilles infrastructures. Ils effaçaient les preuves d'un système que nous avions oublié comment faire fonctionner. Je m'attendais à ce que ces fontaines ornées représentent l'apogée de l'innovation municipale victorienne. Mais ce que j'ai trouvé en examinant leur architecture a révélé des caractéristiques structurelles totalement incohérentes avec une fonction décorative ou utilitaire. Des cavités, des chambres, des géométries acoustiques. Les photographies comparatives de 1860 à 1890 montrent des conceptions de fontaines identiques apparaissant simultanément à Paris, Vienne, Saint-Pétersbourg, Philadelphie. Des villes qui n'avaient documenté aucun échange architectural durant cette période. Pas de correspondance entre architectes, pas de plans partagés, pas de visites d'études. Et pourtant, les mêmes motifs géométriques, les mêmes proportions exactes, les mêmes détails structurels impossibles. Quand les ouvriers ont démoli ces fontaines dans les années 1920, ils ont documenté ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Des chambres de résonance interne, avec des géométries paraboliques et des réflecteurs acoustiques doublés de cuivre, positionnés pour amplifier des gammes de fréquences spécifiques. Aucun traité architectural de l'époque ne mentionne ces caractéristiques. Aucun manuel d'ingénierie n'explique leur but. J'ai fouillé les archives pendant des semaines. Les contrats de construction originaux existent, mais ils ne contiennent aucune spécification pour les dimensions des chambres internes. Les diagrammes d'ingénierie font référence à des modèles hérités, sans indiquer l'origine de ces modèles. Et voici ce qui m'a glacé le sang. Les attributions aux concepteurs apparaissent de manière posthume. Des fontaines construites entre 1840 et 1870 sont créditées à des architectes morts entre 1790 et 1820. Comment attribue-t-on un bâtiment à un homme décédé 50 ans avant sa construction? À moins que ce bâtiment n'ait déjà existé. À moins qu'il ne faisait que le restaurer, le repositionner, le réinstaller. Les géométries des chambres correspondent aux principes acoustiques découverts plus tard dans la recherche psychoacoustique des années 1960. Le placement du revêtement en cuivre correspond aux points nodaux harmoniques dans la résonance d'ondes stationnaires. Cela suggère une connaissance de la manipulation des fréquences intégrées dans l'infrastructure de distribution d'eau. Une connaissance que nous prétendons avoir acquise un siècle plus tard. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué les bassins. Chacun sculpté dans des blocs de pierre d'une seule pièce pesant de 8 à 12 tonnes, transportés au centre-ville des décennies avant que les grues à vapeur n'existent dans ces endroits. Je m'attendais à ce que ces bassins de pierre soient impressionnants, mais explicables. Ce que j'ai trouvé était une impossibilité d'ingénierie. Pas seulement l'extraction et le transport, mais le creusement de précision du granit et du marbre en utilisant uniquement des outils manuels documentés. Les photographies de démolition des années 1880 montrent des sections transversales de bassins de fontaines révélant une épaisseur de parois parfaitement uniforme de 3 pouces sur des surfaces courbes irrégulières, avec des niveaux de polissage intérieur nécessitant des outils d'abrasion au diamant moderne. J'ai regardé ces images pendant des heures, les hommes debout à côté de blocs si massifs qu'ils paraissaient miniatures. Des bords trop nets, des surfaces trop lisses, des rainures trop uniformes. L'analyse de dureté de la pierre montre une dureté Mohs de 6 à 7 pour le marbre, 7 à 8 pour le granit. La disponibilité d'outils documentés, ciseaux en fer, Mohs 4 à 5.
Faites le calcul. Un bassin en granit de 12 tonnes avec des parois uniformes de 3 pouces nécessite le retrait de plus de 8 tonnes de matériaux intérieurs sans fracturer la coque restante. Physiquement impossible avec des outils de percussion seuls. Pas d'erreur, pas de fissure, pas de joint. Une seule pièce de pierre creusée avec une précision que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui. J'ai cherché les registres de carrière. Ils existent, mais ils listent les bassins comme articles livrés plutôt que comme travail commandé. Aucune carrière ne revendique le crédit de la production. Les manifestes de transport montrent des dates d'arrivée, mais aucun point d'origine. Les registres d'installation décrivent le positionnement, mais jamais la sculpture ou la finition. Comme si ces bassins étaient simplement apparus. Comme si personne ne voulait admettre d'où ils venaient vraiment. Les dimensions des bassins se conforment à des ratios volumétriques spécifiques, le nombre d'or 1 à 1,618 dans le rapport profondeur-diamètre, apparaissant à travers les systèmes de fontaines continentaux. Les calculs de capacité d'eau révèlent des bassins conçus pour des volumes résonnants précis correspondant aux fréquences d'ondes stationnaires dans l'eau. Pourquoi concevoir un bassin de fontaine en fonction de la résonance des ondes? Pourquoi intégrer le nombre d'or dans un simple conteneur d'eau? Pourquoi cette précision mathématique si tout ce dont vous avez besoin est un trou pour contenir de l'eau? À moins que ce ne soit pas juste un conteneur. À moins que ce soit un instrument. Mais les bassins n'étaient que des conteneurs. Le vrai mystère était ce qu'ils contenaient. De l'eau que de multiples rapports d'analyse décrivaient comme chimiquement impossible. Je m'attendais à ce que les rapports de qualité de l'eau montrent une eau municipale ordinaire. Ce que j'ai trouvé dans les archives de Paris, Londres et Boston m'a fait tout remettre en question. Les rapports de chimie municipale des années 1850 à 1880 montrent des analyses d'eau de fontaine avec cette notation répétée encore et encore. La composition varie de la source du réservoir, origine indéterminée. Des photographies de laboratoire montrent des dépôts cristallins provenant de bassins de fontaine avec des formations géométriques absentes de l'eau d'approvisionnement. L'eau des fontaines contenait des minéraux dissous, silice, traces d'or, isotopes d'oxygène structurés, absents des réservoirs municipaux documentés. Certains rapports décrivent une eau maintenant une température de 52 à 54 degrés Fahrenheit toute l'année, malgré les variations ambiantes, suggérant des sources géothermiques. Mais les fontaines n'avaient aucune connexion de puits profond, seulement des lignes municipales standards. D'où venait cette eau? J'ai continué à creuser. Les rapports d'enquête de suivi référencés dans les procès-verbaux du conseil municipal des années 1870 à 1890 n'existent plus dans les archives. Les méthodologies d'analyse chimique sont décrites dans des documents récapitulatifs, mais les notes de laboratoire originales ont été classifiées ou perdues. Les journaux de maintenance mentionnent des vannes d'admission atmosphérique sans expliquer ce qu'elles sont ou où elles se connectent. Vannes d'admission atmosphérique. Cette phrase est apparue dans 5 villes différentes, dans des documents de 3 décennies différentes. Puis elle a disparu complètement après 1890. La composition de l'eau correspond aux descriptions dans les textes médicaux d'avant 1850 d'eau vivante, provenant de puits atmosphériques. Une terminologie qui disparaît des publications ultérieures. Les rapports d'isotopes d'oxygène structurés sont cohérents avec la condensation atmosphérique plutôt qu'avec des sources d'eau souterraines. Les fontaines extrayaient l'eau de l'air, en utilisant un processus inconnu. Un processus qui a été délibérément effacé des archives. Et puis j'ai trouvé les ordres de démolition. Pas de recommandations. Pas de calendrier de remplacement progressif. Des décrets de destruction obligatoires émis simultanément à travers 12 nations dans une fenêtre de 14 mois. France, juillet 1883. Russie, septembre 1883. Autriche-Hongrie, octobre 1883. États-Unis, novembre 1883. Prusse, janvier 1884. Grande-Bretagne, mars 1884.
ville après ville, nation après nation. Comme si quelqu'un avait envoyé un mémo à travers les continents. Détruisez-les toutes, maintenant. Je m'attendais à trouver des raisons logiques pour cette campagne de démolition coordonnée. Ce que j'ai trouvé était une contradiction systématique entre les justifications officielles et les actions réelles. Les photographies municipales côte à côte montrent des fontaines ornées en 1875, remplacées par de simples tuyaux en fer en 1895 aux mêmes endroits. Les documents budgétaires de la ville montrent que les coûts de démolition des fontaines dépassaient les coûts de nouvelle installation de 300 à 400%. Ils dépensaient 3 à 4 fois plus pour détruire que pour construire le remplacement. L'infrastructure de remplacement fournissait une pression d'eau inférieure, une filtration inférieure, aucune régulation de température. Des déclassements objectifs. Pourtant, la démolition a progressé malgré les pétitions des citoyens, des centaines de protestations documentées et des évaluations d'ingénierie indépendantes recommandant la préservation des fontaines. Les gens suppliaient de garder les fontaines. Les ingénieurs disaient que les fontaines étaient supérieures. Les budgets auraient économisé de l'argent en les gardant. Et pourtant, elles ont été détruites. Toutes. J'ai cherché la correspondance intergouvernementale expliquant l'adoption simultanée de politiques à travers des nations non alliées. Elle n'existe pas dans les archives diplomatiques. Les conférences internationales d'assainissement citées n'ont pas de compte-rendu publié. Les comités d'experts qui ont émis des recommandations de démolition n'ont pas de liste de membres. Des comités fantômes prenant des décisions qui ont remodelé des continents. Le calendrier de démolition correspond précisément aux dissolutions territoriales finales des régions étiquetées Tartarie sur les cartes d'avant 1870. Les dernières fontaines détruites en 1893 à 1895, les mêmes années où les dernières régions administratives tartariennes ont été renommées et absorbées dans les empires environnants. D'abord, les cartes changent, puis les fontaines disparaissent. Pas progressivement, pas au hasard, simultanément, systématiquement. Comme si l'élimination des infrastructures physiques coïncidait avec l'effacement cartographique d'une civilisation entière. Mais ils n'ont pas seulement retiré les fontaines, ils ont scellé ce qui était en dessous, et c'est là que les véritables preuves ont été enterrées. Et cela nous amène aux chambres souterraines. Les espaces voûtés massifs sous les emplacements de fontaines que les ouvriers municipaux ont découverts lors des excavations de métro des années 1920. Et c'est exactement là que commence la prochaine partie de cette enquête. Je m'attendais à trouver des tunnels de service ordinaires. Ce que les ouvriers ont découvert les a laissés sans voix. Les témoignages d'ouvriers et les rapports de construction des projets d'infrastructure des années 1920 à 1940 décrivent des percées accidentelles dans des chambres souterraines scellées sous d'anciens emplacements de fontaines. Des espaces architecturaux massifs sans histoire de construction documentée. Les photographies d'excavation du métro de Paris des années 1920 et du métro de New York des années 1930 montrent d'énormes chambres voûtées en briques de 20 à 30 pieds sous les sites de fontaines. Les rapports d'esquisses d'ingénierie notent des cavités préexistantes avec la notation « méthode de construction inconnue », antérieure à la fondation documentée de la ville. Antérieure à la fondation de la ville. Réfléchissez à cela. Des structures massives sous les centres-villes qui prédatent les villes elles-mêmes. Les chambres sont construites avec des voûtes gothiques autoportantes, utilisant des techniques, distribution de force, géométrie de clés de voûte, non documentées dans les archives architecturales locales, jusqu'à 60 à 80 ans après les dates de construction des chambres estimées par l'analyse du mortier. Les voûtes ne montrent aucune marque d'outil. Les surfaces semblent moulées ou coulées plutôt qu'assemblées. Comment construit-on une voûte sans marque d'outil? Comment coud-on de la brique? Les permis de construction originaux, les dessins architecturaux ou les enquêtes archéologiques pour ces chambres n'existent pas. Des références apparaissent uniquement comme anomalies dans les rapports d'excavation,
puis disparaissent de la documentation de projets ultérieurs. Et voici ce qui m'a vraiment frappé. Les chambres ont été remplies de béton et scellées, pas de préservation, pas d'études, effacement immédiat. Pourquoi sceller quelque chose que vous prétendez être une simple anomalie? Pourquoi ne pas étudier une découverte architecturale qui prédatait votre propre ville? À moins que vous ne vouliez pas que quiconque étudie ce qui était vraiment là. Les dimensions des chambres se conforment à des proportions harmoniques, des rapports longueur, largeur, hauteur correspondant aux intervalles musicaux, 3 à 4 à 5, 5 à 8 à 13. L'analyse acoustique des chambres non scellées restantes révèle des fréquences de résonance correspondant aux gammes d'oscillation de pression d'eau. Les chambres fonctionnaient comme des résonateurs hydrauliques amplifiant les systèmes de fontaines au-dessus. Et à l'intérieur de ces chambres, les ouvriers ont trouvé les tuyaux. Mais ils n'amenaient pas l'eau. Ils extrayaient quelque chose. Je m'attendais à trouver des conduites d'eau standards. Ce que les rapports d'excavation décrivent était tout autre chose. Les dessins techniques des archives d'excavation des années 1920 montrent des configurations de tuyaux avec des jonctions perpendiculaires, des sections en spirale enroulées et des terminaux sans issue. Des conceptions qui violent la dynamique des fluides de base pour le transport d'eau. Les réseaux de tuyaux comprenaient des caractéristiques ne servant aucune fonction hydraulique. Des bobines hélicoïdales enroulées autour de puits verticaux, des conduites parallèles connectées par des traverses perpendiculaires formant des motifs de grilles, des chambres terminales scellées sans sortie, des configurations qui réduiraient la pression et entraveraient le flux dans les systèmes d'eau. Alors pourquoi les construire ainsi? Pourquoi ces tuyaux en cuivre et en bronze de 18 à 24 pouces de diamètre si ce n'était pas pour l'eau? L'analyse métallurgique référencée dans les rapports d'excavation note une composition d'alliage inhabituelle, propriété non corrosive. Mais les résultats de laboratoire n'ont jamais été archivés. Les manifestes de retrait des tuyaux existent, mais ne listent que le poids de récupération, sans décrire la destination ou le but. Plusieurs rapports mentionnent des tests de conductivité électrique. Pourquoi testeriez-vous des tuyaux hydrauliques pour des propriétés électriques? À moins qu'ils n'aient jamais été destinés à l'hydraulique. Les configurations de tuyaux correspondent aux descriptions dans les textes supprimés du XIXe siècle de systèmes de collecte de courant tellurique, des réseaux conçus pour récolter les gradients de potentiel électrique, terre, air. Les motifs de grille correspondent aux géométries d'accumulation de charges atmosphériques redécouvertes plus tard dans la recherche ionosphérique des années 1960. Les fontaines n'étaient pas des systèmes de distribution d'eau. Elles étaient des terminaux dans un réseau d'extraction électrique. Ce qui soulève la question que personne ne voulait répondre. Si l'eau montait de ces chambres, d'où venait-elle? Parce que les tuyaux ne se connectaient à aucun aquifère. Je m'attendais à trouver des connexions à des sources d'eau souterraines. Ce que j'ai découvert était une impossibilité hydraulique. Les journaux de maintenance municipaux des années 1850 à 1870 montrent le fonctionnement des fontaines pendant des périodes de sécheresse documentées, quand les réservoirs municipaux étaient à sec et le rationnement de l'eau appliqué. Pourtant, les fontaines continuaient de couler à pression constante. Analyse de bilan massique. Les volumes de sortie des fontaines, calculés à partir des taux de remplissage des bassins et des mesures de débordement, dépassent l'entrée documentée des conduites d'eau municipales de 40 à 60%. L'eau était soit ajoutée d'une source non documentée, soit les fontaines généraient ou extrayaient de l'eau par un processus inconnu. Les cartes d'infrastructure montrent des connexions de fontaines aux conduites d'eau municipales, mais les registres de vannes de connexion indiquent que les vannes étaient fréquemment fermées ou non fonctionnelles. Pourtant, les fontaines continuaient de fonctionner. Les demandes de maintenance pour le nettoyage de l'admission atmosphérique apparaissent dans les ordres de travail, sans explication de ce que signifie admission atmosphérique ou où ses composants étaient situés. Les textes d'ingénierie d'avant 1850, maintenant rares et la plupart supprimés, décrivent des condenseurs aéraquois, des dispositifs utilisant des différentiels de température, des cavités résonantes et des gradients de charge électrique pour extraire la vapeur d'eau de l'atmosphère et la condenser en forme liquide. Les géométries internes des fontaines correspondent aux spécifications de condenseurs de ces textes. Extraction atmosphérique de l'eau. Pas de puits, pas de pompe, pas de réservoir, juste l'air, l'électricité et la résonance.
Mais l'extraction atmosphérique de l'eau nécessite de l'énergie, une énergie significative, ce qui nous amène aux tours. Je m'attendais à ce que les tours soient juste décoratives. Ce que j'ai trouvé était une corrélation spatiale révélant un système intégré de récolte d'énergie. Les cartes de villes superposées des années 1860 à 1880, traçant les positions de fontaines par rapport aux tours, montrent des motifs de triangulation et des rapports de distance cohérents. Espacement de 500 à 800 mètres, relations angulaires de 60 degrés. Les photographies de tours montrent une ornementation en cuivre, des géométries de flèches et des caractéristiques décoratives correspondant aux conceptions d'antennes électriques. Les flèches de tours sont construites avec des cadres internes en cuivre, un revêtement externe en feuilles d'or et des câbles de mise à la terre descendant dans les fondations. Des caractéristiques inutiles à des fins structurelles ou esthétiques, mais essentielles pour la collecte électrique atmosphérique. Des paratonnerres installés des décennies avant que les brevets de paratonnerre de Franklin ne deviennent une pratique standard. Les spécifications de construction de tours originales existent, mais omettent les détails du cadre interne, ne listant que des éléments décoratifs sans spécification de matériaux. Les systèmes de câbles en cuivre documentés dans les excavations de fondations sont décrits comme des utilitaires de but inconnu. Les tours ont subi une restauration systématique de 1890 à 1920 qui a retiré toute l'infrastructure en cuivre interne. Les registres de restauration citent la modernisation sans expliquer ce qui a été retiré ou pourquoi. La géométrie spatiale tour-fontaine correspond aux dispositions des systèmes de transmission d'énergie sans fil de type Wardenclyffe proposés par Tesla dans les années 1900, mais construits 50 à 70 ans plus tôt. Compréhension héritée de l'extraction électrique atmosphérique. Tours résonantes comme antennes de collecte. Chambres souterraines comme condensateurs. Fontaines comme terminaux de charge où le différentiel de potentiel électrique entraîne l'extraction d'eau de l'air. Et c'est à ce moment-là que le système entier s'est révélé, pas comme des fontaines et des tours séparées, mais comme un réseau continental. Une grille. Avant de continuer plus profondément, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, rendez-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent vraiment la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Et cela nous amène aux cartes, celles qui montrent cette grille opérant à travers des continents entiers avant d'être systématiquement effacées. Et c'est exactement là que commence la suite. Je m'attendais à ce que les cartes montrent un développement urbain aléatoire. Ce que j'ai trouvé était une précision mathématique délibérée. Les séries de cartes comparatives montrant les mêmes villes dans les cartes des années 1850 par rapport aux cartes des années 1890 révèlent quelque chose de choquant. Les versions antérieures montrent des fontaines marquées avec des symboles spécialisés, connectées par des lignes pointillées autour, avec des annotations comme « terminal de résonance » et « nœud atmosphérique ». Les cartes ultérieures montrent les mêmes emplacements marqués uniquement comme « fontaine publique » ou complètement omis. « Terminal de résonance »,« nœud atmosphérique ». Ce n'est pas la langue de la plomberie municipale, c'est la langue de l'ingénierie électrique. Des décennies avant que nous prétendions avoir inventé l'ingénierie électrique. L'espacement du réseau démontre une précision mathématique. Les paires fontaines-tours positionnées à des intervalles correspondant aux distances de résonance d'ondes stationnaires pour des fréquences spécifiques, intervalles de 500 mètres, 680 mètres, 850 mètres se répétant à travers les villes. Cette coordination nécessite une précision d'arpentage continental et des connaissances mathématiques supposément indisponibles jusqu'aux avancées de géodésie de la fin du XIXe siècle. Les registres d'arpentage expliquant comment les positions du réseau ont été déterminées n'existent pas. Les conventions cartographiques pour les symboles de fontaines spécialisées apparaissent dans les guides de cartographie avant 1860, disparaissent après 1885 sans notes explicatives. Les congrès cartographiques internationaux des années 1870 à 1880 ont révisé les normes de symboles. Les comptes rendus existent, mais les pages couvrant la notation d'infrastructures hydrauliques manquent dans les copies archivées. Pages arrachées, sections censurées, preuves effacées. Les motifs de réseau correspondent aux frontières territoriales des régions étiquetées Tartarie sur les cartes d'avant 1860. Le système apparaît le plus dense dans les zones désignées Tartarie indépendante et Tartarie chinoise.
Après l'absorption territoriale dans les empires russes, chinois et européens dans les années 1860 à 1880, la notation cartographique change simultanément avec les frontières politiques. Effacement systématique de l'héritage d'infrastructures d'une civilisation précédente. Mais qui a construit cela ? Qui avait les connaissances, les ressources, la coordination pour construire une grille électrique continentale dans les années 1700 ? Ou plus tôt. Je m'attendais à trouver des dates de construction du 19e siècle. Ce que les preuves architecturales révèlent change tout. Les preuves photographiques de fontaines apparaissant dans l'arrière-plan d'œuvres d'art datées et de photographies anciennes, daguerréotypes des années 1840, montrent des structures décrites comme anciennes et d'origine inconnue par des observateurs contemporains. Contradisant les registres ultérieurs revendiquant une construction des années 1850 à 1870. L'analyse du mortier des fondations de fontaines, menée lors des démolitions des années 1920 à 1940, montre des motifs de durcissement et une composition chimique indiquant des dates de construction 100 à 150 ans plus tôt que ce que les registres officiels revendiquent. Les motifs d'altération de la pierre sur les bassins sont cohérents avec 150 à 200 ans d'exposition, pas 30 à 50 ans comme les dates officielles l'indiqueraient. Les contrats de construction originaux existent pour l'installation et la restauration, mais jamais la création de fontaines. Le langage suggère que les structures existaient déjà et étaient adaptées. Les attributions d'architectes apparaissent incohérentes. Les mêmes individus crédités de la conception de fontaines dans des villes séparées par des milliers de kilomètres la même année. Physiquement impossible compte tenu des registres de voyage documentés. Les preuves de datation placent la construction des fontaines dans les années 1700, au début des années 1800, correspondant à la période où Tartarie apparaissait encore comme civilisation autonome sur les cartes. Les éléments de style architectural, proportions géométriques, motifs décoratifs, techniques structurelles, correspondent aux descriptions de l'architecture tartarienne dans les récits de voyage supprimés d'avant 1850. Des textes qui ont été systématiquement retirés des catalogues de bibliothèques durant les années 1880 à 1920. Donc les fontaines n'ont pas été construites par les Victoriens. Elles ont été héritées par les Victoriens, puis détruites par eux. Pourquoi ? Je m'attendais à trouver des justifications de santé publique légitimes. Ce que j'ai trouvé était une motivation économique brutale. Les documents d'entreprise et les registres de formation de compagnies de services publics des années 1870 à 1890 montrent des monopoles de services d'eau et d'électricité établis dans les mêmes villes, les mêmes années, où les ordres de démolition de fontaines ont été émis. Les prospectus boursiers pour les compagnies de services publics citent explicitement l'élimination des sources d'eau publique gratuites comme avantage commercial. Lisez cela à nouveau. Élimination des sources gratuites comme stratégie de profit. L'analyse économique révèle que les coûts de fonctionnement des fontaines, maintenance minimale, pas de carburant, pas d'infrastructure d'entrée, étaient négligeables par rapport au système de services publics centralisé nécessitant du charbon, des tuyaux, des stations de pompage, des réseaux de distribution. La décision économique rationnelle aurait été de préserver les fontaines à fonctionnement gratuit. Pourtant, un capital massif a été investi dans la démolition et le remplacement par des systèmes inférieurs et coûteux. Des justifications de santé publique citées pour la démolition, prévention du choléra, assainissement, sont contredites par des rapports médicaux contemporains montrant que la qualité de l'eau des fontaines était supérieure au système de tuyauterie de remplacement. Les études citées justifiant la démolition ne peuvent être localisées dans les archives médicales. Les rapports de commissions gouvernementales recommandant la destruction n'ont pas de registre de paternité. Des déterminations anonymes appliquées par mandat légal. La chronologie de destruction des fontaines est parallèle à la suppression systématique de la recherche sur l'énergie libre et des brevets d'extraction électrique atmosphérique des années 1880 à 1920. La même période voit la transmission d'énergie sans fil de Tesla définancée, la recherche sur l'électricité atmosphérique classifiée et l'accent académique déplacé vers la génération d'énergie par combustion et mécanique. Efforts coordonnés pour éliminer les technologies héritées permettant l'accès décentralisé aux ressources. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ce n'était pas une question d'eau, c'était une question de contrôle.
Contrôle de l'énergie, contrôle des ressources, contrôle de ce que nous sommes autorisés à nous souvenir. J'avais commencé cette recherche en m'attendant à documenter l'innovation victorienne. Ce que j'ai découvert était quelque chose de complètement différent. Les fontaines étaient des terminaux dans un système intégré d'extraction d'énergie et d'eau atmosphérique hérité d'une civilisation précédente, partiellement compris et brièvement maintenu, puis systématiquement détruit à mesure que des systèmes de pouvoir industriel centralisés émergeaient. La chronologie visuelle composite le montre clairement. Les cartes d'avant 1850 avec Tartarie et des réseaux de fontaines fonctionnelles. Les photographies de 1850 à 1880 de fontaines opérationnelles avec des propriétés anomales. Les campagnes de démolition de 1880 à 1895. Les cartes d'après 1900 avec Tartarie supprimée et les fontaines remplacées par des services publics centralisés. L'analyse au niveau du système révèle l'impossibilité d'une invention indépendante. L'extraction d'eau atmosphérique, les chambres de résonance harmonique, la collecte de courants telluriques, la coordination géométrique à l'échelle continentale, tout apparaissant simultanément suggère des connaissances héritées, pas une innovation progressive. Aucune progression de développement dans le registre historique. Les fontaines apparaissent entièrement formées, fonctionnent brièvement, puis disparaissent. Modèle d'absence complet, méthode de construction non documentée, principe opérationnel inexpliqué, procédure de maintenance perdue, justification de démolition non étayée, raison de remplacement contredite par les preuves. Le registre historique ne montre pas une évolution progressive, mais une apparition soudaine, une présence brève, un effacement systématique. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qu'était vraiment la Tartarie. Pas un mythe, pas une théorie du complot, mais une civilisation précédente, opérant des technologies intégrées, utilisant l'énergie atmosphérique et tellurique, la résonance harmonique, des principes géométriques pour la génération décentralisée de ressources. Une civilisation qui a décliné ou s'est effondrée pour des raisons inconnues, laissant une infrastructure fonctionnelle héritée par les sociétés du XIXe siècle qui maintenaient mais ne comprenaient pas les systèmes. À mesure que le paradigme industriel émergeait, les technologies héritées menaçaient les modèles de profit et ont été systématiquement détruites, le registre historique altéré pour effacer la civilisation prédécesseur. Ce qui signifie que tout ce que nous considérons comme innovation du XIXe siècle, électricité, eau courante, infrastructures urbaines, pourrait être quelque chose de complètement différent. Pas invention, déclassement. Et cela nous amène à ce qui existe encore, les chambres scellées, les réseaux enterrés, les fondations que personne ne veut excaver, et c'est exactement là que commence la conclusion. Je pensais que les preuves avaient toutes été détruites, mais j'avais tort. Les photographies de construction moderne des années 2000 à 2020, provenant d'excavations de métros, d'installations de services publics, de travaux de fondation, montrent des structures préexistantes anomales, notées dans les rapports d'ingénierie, puis scellées et recouvertes. Des images vidéo de chambres de sous-sol dans de vieux bâtiments contenant des cadres en cuivre inexpliqués, des passages murés, des puits scellés. Les enquêtes radars de pénétration du sol publiées occasionnellement dans des études géologiques révèlent des chambres voûtées massives, des réseaux de tuyaux étendus et des structures de fondations géométriques sous les centres-villes. Infrastructures nécessitant l'excavation de millions de mètres cubes de terre et une ingénierie de précision. Pourtant, sans registre de construction, sans but documenté, sans existence reconnue. Les permis d'investigation archéologique pour ces structures sont systématiquement refusés. Documentés à travers des demandes FOIA montrant des justifications de sécurité nationale et de stabilité structurelle. Les évaluations de préservation historique classifient des chambres souterraines comme espaces de service public modernes, malgré les preuves de construction du XVIIIe siècle. Les propositions académiques pour étudier les réseaux scellés sont rejetées sans examen par les pairs. Pourquoi ? Pourquoi refuser l'étude de découvertes architecturales sous nos propres villes ? Ce qui reste enterré représente des composants intacts du système tartarien, chambres de résonance, réseaux de collecte, infrastructures de distribution.
L'interdiction moderne d'excavation et d'études suggère une suppression continue, non pas de curiosité historique, mais de technologie fonctionnelle. Cela implique que le système pourrait potentiellement être réactivé, compris, répliqué, si l'accès était permis. Donc c'est toujours là, sous nos pieds, en attente. Un réseau continental d'extraction gratuite d'énergie et d'eau, scellé parce qu'admettre son existence signifie admettre que nous n'avons pas inventé notre chemin vers l'avant. Nous avons simplement oublié notre chemin vers l'arrière. Quoi d'autre se trouve sous nos villes? Quelles autres technologies héritées sont scellées dans des sous-sols, enterrées sous des rues, murées dans des murs et étiquetées décoratives? Qu'est-ce que la Tartarie nous a laissé d'autre, que nous avons passé un siècle à prétendre n'existe pas? Les fontaines sont parties, les tours sont vidées, les cartes sont redessinées, mais les chambres demeurent. Et chaque excavation de métro, chaque creusement de fondation, chaque rénovation de sous-sol risque de percer dans ce que l'on nous a appris n'existe pas. Ce qui signifie que les preuves ne sont pas perdues. Elles attendent juste que quelqu'un regarde.